Alors, bonjour à tous. On va continuer avec le membre inférieur. Et on se rappelle, on avait commencé la partie qui s'appelle anatomie régionale. OK? Et maintenant, nous sommes au passage de l'abdomen et du pelvis au membre inférieur. On a vu le pelvis osseux et maintenant, on va continuer avec le fémur proximal. OK. Donc, fémur proximal. Je vais pas cliquer là où il fallait. Fémur proximal. Voilà. Donc, le fémur proximal. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. Vous la remettez là. OK. Et c'est aquilon. C'est le plus grand os du corps. OK. Extrémité proximale. Songez qui ça les proximales, c'est ce qui est à proximité. Alors, pour le membre, c'est ce qui est à proximité de la racine du membre. Donc, son extrémité proximale est caractérisée, un, par la tête, deux, le col fémoral, trois, il va comporter deux importantes saillies qui sont le grand trochanter et le petit trochanter à l'extrémité de la diaphyse fémorale. Donc, je dis figure 6-26, on regarde, c'est bien, voilà. Donc, première présentation, le fémur, l'extrémité supérieure, l'extrémité proximale du fémur. Nous avons la tête. Qui dit-elle? Dit obligatoirement un col. Donc, le col relie la tête au corps. Et en plus, nous avons deux excroissances, le grand trochanter et le petit trochanter. Alors, on a songé que le relief osseux, c'est dû au fait que il y a muscles, des tendons de muscles ou encore des ligaments qui raidissent sous qui fait qu'on gagne relief ça. Donc ça, c'est de la vue antérieure. Et ici, nous avons en B la vue, OK? Donc A, vue antérieure, B, vue interne. Pour la vue interne, on revoit les parties. Donc on voit bien la tête. Il y a une dépression qu'on appelle la fovea. On retrouve le corps et on trouve les deux petits trochanter et le grand trochanter. OK? En vue postérieure, on retrouve toujours tête, col, grand trochanter, petit trochanter. Et en vue externe, latérale, OK? On va donc avoir le grand trochanter seulement avec une partie de la tête. OK. Donc, la tête du fémur, OK, sphérique, s'articule avec l'acétabulum de l'os coxal. Elle représente une petite dépression non articulaire qu'on appelle la fovea capitis, où s'insère le ligament de la tête qu'on appelle encore le ligament rond. La tête est reliée au corps par le col. Le col du fémur est un tube osseux cylindrique qui relie la tête à la diaphyse du fémur. Il est orienté en haut et en dedans, et son axe est avec celui de la diaphyse fémorale, fait un angle à, fait un angle d'approximativement 125 degrés. Cet angle est appelé angle d'inclinaison. Dans le plan horizontal, le col se projette en avant, suivant un angle d'environ 15 degrés, ouvert médialement et en avant, et qui est appelé angle de déclinaison. L'orientation du col par rapport à la diaphyse accroît la mobilité de la hanche. L'extrémité supérieure de la diaphyse fémorale comporte le grand et le petit trochanter, qui sont les points d'insertion pour les muscles de la hanche. Donc, je ne sais pas si le schéma, on va voir les angles. Donc, vous avez une ligne ici, donc ça c'est l'axe du col, et l'axe, vous avez l'axe de la diaphyse. Et là, vous allez avoir un angle, et on va appeler cet angle-là l'angle de, OK,
l'angle d'inclinaison. OK? Maintenant, l'angle de déclinaison, c'est l'orientation du col par rapport à la diaphragme. Et dans le plan horizontal, le col se projette en avant. Donc, l'angle de déclinaison, est-ce qu'on va le voir là? Sinon, je devrais faire un cours à part avec d'autres schémas. On le voit plus ou moins ici, parce qu'on voit que le col, il est en avant. OK? Bon, voilà. Ouais, ici, où est col là, il pas directement dans l'axe. Il est petit, il est déjeté en avant. OK? Mais, m'a obligé de faire l'autre cours avec les angles, un cours spécial pour ça. OK? Donc, nous étions fait optimal, mais on va voir les grands et puis le côté. Le grand trochanter est situé dans l'axe de la diaphyse fémorale, juste en dehors de la région de la jonction du col et de la diaphyse. Donc, le grand trochanter, il pas fait partie du col, là. Il fait partie de la diaphyse. Il s'étend vers l'arrière où sa face médiale délimite une large cavité appelée fosse trochantérique. La paroi latérale de la fosse présente une dépression ovale où s'insère le muscle obturateur. Donc, on voit le grand trochanter et là-dedans, on doit trouver la fosse trochantérique, OK, et la dépression ovale où s'insère le muscle obturateur externe. On y va? Donc, voici la fosse donc, trochantérique, OK? Voici le grand trochanter. Vous voyez, le col ne s'attache pas au niveau du grand trochanter, il s'attache au niveau de la diaphyse. OK? Et voici la dépression pour l'insertion du muscle obturateur. On continue avec le grand trochanter. Le grand trochanter a une crête allongée sur la face antéro-latérale pour l'insertion du muscle petit glutéal. Vous songez, nous avons le muscle petit glutéal, il s'insérait dans un espace au niveau de la face externe de l'os coxal. OK? Donc, on le retrouve maintenant au niveau du grand trochanter. OK? Donc, à une crête allongée à la face antérolatérale pour l'insertion du muscle petit glutéal et une crête similaire sur la face latérale pour l'insertion du muscle glutéal. Entre ces deux points, le grand trochanter est palpable. OK? Donc, on va prendre ça, c'est cette vue-là qui est supposée développer, le grand trochanter qui est palpable, et avec les insertions du moyen glutéal et du petit glutéal. Donc, le grand trochanter est donc palpable. Sur la face médiale de la partie haute du grand trochanter, juste au-dessus de la fosse trochantérique, donc au-dessus, donc la chaîne va chercher au-dessus de la fosse trochantérique, on note une zone d'insertion pour les muscles obturateurs internes et jumeaux. Et immédiatement au-dessus et en arrière, une petite zone sur le bord du trochanter pour l'insertion du muscle piriforme. Donc, on doit chercher la fosse trochantérique. On a la fosse trochantérique. Voilà, la fosse trochantérique ici. Il y a l'insertion du muscle piriforme. On doit trouver les obturateurs. Voici la fosse trochantérique ici. Et au-dessus, on va trouver l'insertion du muscle obturateur interne. Maintenant, est-ce que dans le schéma, il y a un endroit où on montre les jumeaux? Non, on ne montre pas les jumeaux. OK? Mais on voit bien qu'au-dessus de la fosse trochantérique, on va retrouver l'insertion, OK, des muscles obturateurs internes. Après ça, je vais pas cliquer sur le bon bouton. Voilà.
Sur la face médiale de la partie haute du grand trochanter, juste au-dessus de la fosse trochantérique, on zone une note. Donc, maintenant, on est sur la face médiale de la partie haute du grand trochanter. OK? Juste au-dessus de la fosse trochantérique, on note une zone d'insertion des muscles obturateurs internes et jumeaux. Et immédiatement dessus en arrière, une petite zone sur le bord du trochanter pour l'insertion du muscle piriforme, qui était fait quoi là. Maintenant, le petit trochanter est de taille plus réduite et à forme de cône, à l'extrémité émoussée. Ça veut dire que l'extrémité a les ronds, il pas piquant. Donc, on dit émoussé. Ou encore une extrémité mousse. Le petit trochanter se projette en arrière et en dedans par rapport à la diaphyse fémorale. Il est situé juste à la jonction avec le col du fémur. Il est le point d'insertion de un seul muscle, le muscle grand psoas et iliaque. Ça s'appelle tout petit. Parce que nous avons un paquet de muscles qui est inséré au niveau du grand trochanter. Tout plus ça capturé, il y a un gros processus. Entre les deux trochantères, séparant le col de la diaphyse, se situe en avant la ligne intertrochantérique et en arrière la crête intertrochantérique qu'on va voir plus tard. OK? Donc, la ligne intertrochantérique est une crête osseuse à la face antérieure du bord supérieur de la diaphyse fémorale, qui va donc descend en dedans à partir du tubercule situé sur la face antérieure de la base du grand trochanter jusqu'à la base du petit trochanter. Elle se poursuit avec la ligne pectinéale. C'est une ligne qui est spirale, encore appelée ligne spirale, qui contourne le fémur sous le petit trochanter et rejoint le bord médial de la ligne âpre à la partie postérieure du fémur. Tandis que de l'autre côté, la crête intertrochantérique est située à la face postérieure du fémur proximal. Elle descend médialement du bord postérieur du grand trochanter à la base du petit trochanter. C'est une arête osseuse large et régulière ayant un tubercule proéminent, le tubercule quadrate, sur sa moitié supérieure où s'insère le muscle carré fémoral. Donc, quadrate carré. Et on va essayer de retrouver tout ça. Donc, on doit chercher maintenant le petit trochanter et les crêtes, la ligne intertrochantérienne et la crête intertrochantérienne. Donc, d'abord, ici, le petit trochanter, Jean Wella, OK, il déjeté, il pas sous même ligne que le col. Regardez là, vous avez l'impression, mais regardez sur une vue interne, une vue interne, on voit qu'il est plutôt déjeté en dehors. OK? Il passe sous même ligne. Ensuite, grand trochanter et petit trochanter, sur la face antérieure, ils sont reliés par une ligne intertrochantérique. OK? Cette ligne intertrochantérique, OK, elle va se poursuivre, donc elle va rejoindre le bord médial de l'os, le contourner et former ce qu'on appelle la ligne pectinéale, encore appelée la ligne spirale. Donc on voit bien la ligne intertrochantérique qui relie les deux, le grand et le petit, qui rejoint le bord, qui le contourne, qui donne la ligne pectinéale. Tandis que en regardant l'os de façon postérieure, on voit bien que le relief est beaucoup plus prononcé, donc on ne va pas parler de ligne, on va parler de crête. Donc vous voyez bien la crête intertrochantérique qui part du grand trochanter jusqu'au petit trochanter. OK? Et cette crête-là va se continuer avec la tubérosité glutéale. OK? Et cette tubérosité glutéale, elle va rejoindre ici la ligne âpre. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On a vu le tout, sauf la diaphyse fémorale. Donc, la diaphyse fémorale descend en dehors et en dedans. Descend plutôt de dehors en dedans dans le plan frontal, donc fémur dans
il n'est pas à droite, il se dirige vers l'intérieur. Donc, la diaphyse fémorale descend de dehors en dedans dans le plan frontal, faisant un angle de 7 degrés avec l'axe vertical, OK, de la ligne médiale de l'extrémité proximale que l'extrémité proximale de la diaphyse. Donc, l'extrémité distale du fémur est donc plus proche de la ligne médiale que l'extrémité proximale de la diaphyse. Pourquoi? Parce que la diaphyse fémorale descend de dehors en dedans dans le plan frontal, faisant un angle de 7 degrés avec l'axe vertical. Et un petit schéma qui montre ça avec une ligne en pointillé. Okay. Oh, non, non. C'est pas tout le temps que va la machine. OK. Il faut qu'à cliquer sur lui et puis c'est pas ça, c'est pas son besoin du bail. Voilà, ça fait un ici. Donc là, vous voyez bien que la ligne verticale, on voit bien que le fémur se dirige de dehors en dedans. Donc le genou, il est plus en dedans que l'extrémité supérieure. Voilà. OK. Et là, vous avez une section de la diaphyse qui montre donc qu'elle a une surface antérieure, une face latérale, une face médiale, des bords médial et latéral qui sont mousse et un bord qui est aigu qui est la ligne A. Donc, c'est ça, nous allons voir dans la diaphyse. Donc, le tiers moyen de la diaphyse est triangulaire à la coupe transversale avec des bords antérieurs et latérales réguliers délimitant des faces antérieures, latérales et médiales. Le bord postérieur est une crête large et saillante appelée ligne A parce qu'on va voir qu'il y a un tas de muscles qui s'insèrent dessus, en particulier les muscles de la région médiale de la hanche. Okay? La ligne A est un site majeur d'insertion musculaire à la cuisse. Au tiers proximal, les limites internes et externes de la ligne A divergent et se continuent respectivement vers le haut avec la ligne pectinéale et la tubérosité glutéale de la diaphyse. La ligne pectinéale s'incurve, passe sous le petit trochanter et rejoint la ligne intertrochanterique. On a déjà vu ça. Et la tubérosité glutéale est une ligne large et rugueuse qui s'incurve en dehors vers la base du grand trochanter. On a aussi déjà vu ça. Les muscles ganglutéales, le muscle ganglutéal s'insère sur la tubérosité glutéale. La ligne pectinéale et la tubérosité glutéale et la crête intertrochanterique délimitent une zone triangulaire à la face postérieure du fémur proximal. OK? Bon, en clinique, on vous parle des fractures du col et c'est le schéma 6-28. C'est la photo 6-28. Donc, les fractures du col fémoral peuvent interrompre la circulation sanguine de la tête fémorale. Ainsi, la vascularisation de la tête et du col est assurée par un anneau artériel au niveau de la base du col fémoral. À partir de là, les vaisseaux cheminent le long du col, traversent la capsule et pénètrent dans la tête fémorale. La vascularisation de la tête et du col est renforcée par l'artère du ligament de la tête fémorale, qui est généralement petite et inconstante. Les fractures du col peuvent arracher les vaisseaux et provoquer la nécrose de la tête fémorale. On verra, on pourra mieux comprendre ça lorsqu'on verra la vascularisation de la région. Donc ici, nous avons bien, si vous regardez bien, voici le col, une partie du col, une partie distale, qui rentrait dans le col, la partie proximale. Donc voici la partie proximale et voici ouais, où elle rentre là-dedans, la partie distale. C'est une fracture du col. OK? Donc, tout ça, on verra après avec la vascularisation. Et la prochaine vidéo, la prochaine vidéo sera la vidéo de l'articulation de l'arche. Donc, j'espère que nous comprenons tout le bagage. De toute façon, j'attends vos questions et je vous dis à la prochaine vidéo.